Bonjour à tous et merci de votre participation à cette réunion et à cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition Poser nos valises, donc mise en place par les archives départementales des Vosges et dans laquelle cette invitation a évoqué justement le parcours des Vosgiens dans la Première Guerre mondiale. Ces Vosgiens voyageurs immobiles dans un monde en guerre se proposent d'expliquer finalement ce qui va être un drôle de retour des choses par rapport à la marche du siècle, de ce 19e siècle et ce début du 20e siècle qui finalement, début du 20e siècle qui va commencer à partir de 1918. Les Vosgiens voyageurs immobiles dans un monde en guerre, c'est un spectacle défilant des Vosgiens en 1914-1918. Certes, le 19e siècle connut l'avènement des voyages et des découvertes. Safaris et explorations africains, raids himalayens et ruées vers l'or américaines voient partir de nombreux Vosgiens aux quatre coins du monde. Sur la lignée de Camille Urbain-Cuny, explorateur africain remontant le Lébé à l'est du comptoir de Bata en 1894, de Montezuma Alban Kogel, entrepreneur déodacien de grands travaux de chemin de fer en Tunisie en 1878 et en Syrie un peu plus tard, ou du général explorateur Henri-Marie Gustave Comte d'Olonne, qui, au cours de ses missions militaires, explore les confins de la Côte d'Ivoire et du Soudan à la toute fin du siècle, en fait, les Vosgiens voyagent énormément sous couvert de la religion, de l'uniforme ou de l'industrie, ou sous couvert de l'aménagement des territoires conquis par des colonisations. En août 1914, la chose va s'inverser. La Grande Guerre rappelle en effet tous ces enfants pour défendre la patrie et ses frontières. Ces expatriés religieux, militaires, ces expatriés colons économiques, comme par exemple les frères Kern dans le Manitoba, au Canada, sont tenus de rejoindre leurs unités conformément à leur fascicule de mobilisation. Les Vosgiens ne parcourent plus le monde, c'est alors le monde qui va parcourir les Vosges. Il n'y a pas meilleur témoin que ces Vosgiens eux-mêmes, parce qu'ils nous ont laissé les témoignages de ces moments particuliers. Le témoignage devient donc l'une des principales sources de cette analyse et de l'étude de la Grande Guerre elle-même, parce qu'il n'est pas meilleure source que celle qui a été écrite, entre guillemets, sous le feu, ou en tout cas sous le feu des événements. Voici une liste des grands témoins, que ce soit la guerre déclarée en zone occupée ou en zone libre, et témoins en fait de différentes origines, et nous l'avons mis de différents âges et de différents lieux qui nous permettent de pouvoir croiser ces sources de témoignages. Les noms surlignés en rouge sur le slide que je vous propose sont des témoins que je vais utiliser pour exposer un petit peu ce point de vue. 40 années de culture de revanche vont durablement imprimer dans les esprits vosgiens l'image de l'alboche, voleur d'horloges, violeur de femmes et coupeur des mains des enfants. Voici une carte des lieux pour lesquels cette analyse va se mettre en place. L'image donc d'Épinal, finalement, est celle-ci à l'entrée de la guerre, travaillée à blanc pendant près de 50 ans à la suite de 1870 et des images réelles ou supposées que cette guerre a imprimées aux Vosgiens. Pourtant, en rang l'étape, le 24 août 1914, les troupes du 99e régiment d'infanterie allemand qui investissent la ville sont composées d'Alsaciens. Dès lors, l'image exacte de l'occupant dans la réalité d'une nouvelle guerre, heurte les fantasmes de la paix de revanche. En effet, Louis Sadoul, historiographe de la ville, est contraint à la vérité dans la vision qu'il rapporte des événements. Il est ballotté entre cette image d'Épinal et le rapport d'exaction, réel ou supposé, très largement réel bien entendu, et puis la vérité de ce qu'il voit en tant que témoin ou de ce qui lui permet d'enquêter à la suite ou pendant les événements même. Certes, les faits de guerre sont brutaux, les incendies se multiplient à rang l'étape, mais dans les hordes barbares qui les allument se trouvent également des soldats qui, je le cite, les combattirent eux-mêmes, ces incendies. De même, quand certains assassinent,
quand d'autres, à l'hôpital de la ville, en pénétrant dans les salles, avaient même salué les blessés français. Force est de le constater, les médecins allemands, dans l'ensemble, ont été corrects. Beaucoup d'ailleurs étaient d'origine alsacienne. Certains, sûrs de leurs interlocuteurs, se gênaient assez peu pour exprimer leurs sentiments vis-à-vis des Allemands. L'un d'eux, pourtant allemand de pur sang, sut se faire apprécier par sa courtoisie et son habileté de chirurgien, c'est le docteur Mendelssohn. À côté de lui, les médecins alsaciens, Reimer, Brauner, Roederer, n'ont laissé que des bons souvenirs et leur intervention contribua à aplanir des incidents qui auraient pu devenir très graves. Louis Sadoul, en effet, rapporte avec honnêteté ce qu'il ne peut, en tant qu'historien, éluder. Un peu plus loin du front, en zone libre, à Gérardmer, une infirmière témoigne sur les blessés allemands. Ils sont endormis, rogues, ne parlent presque pas, sont toujours sombres et sales, crachant partout dans leur assiette ou dans leur verre, sentant mauvais. Là aussi, nous retrouvons quelques images d'Épinal. Une thèse publiée en 2010 par Juliette Courmont a enquêté sur cette odeur de l'ennemi. Le 12 septembre 1914, Clémence Martin-Froment, donc, que nous voyons ici colorisée à l'image, qui est une occupée à Lubin, Lubin est sous occupation allemande depuis déjà quelques jours, manque de se faire violer par un officier et est sauvée par un des subordonnés de cet officier, son brosseur, qui s'interpose entre lui et Clémence. Pendant que Clémence s'enfuit de cet officier, elle est aidée en cela par sa mère, et elle est également aidée à s'enfuir par le grenier, je dirais même à s'exfiltrer, par des soldats allemands eux-mêmes qui n'adhèrent pas à la brutalité de cet officier. Ces quelques exemples permettent de montrer une chose. Les dates sont importantes. La temporalité de la guerre est incontournable dans l'analyse de cette dualité entre hyperviolence et réalité. Les troupes de combat ne sont pas les mêmes que les troupes d'occupation. L'hyperviolence, que nous ne saurions nier ici, bien entendu, l'hyperviolence partie se faire voir ailleurs, dans la zone envahie, le contact prolongé avec les Allemands révèle une toute autre réalité. L'immédiat arrière-front est occupé par des troupes de réserve, des soldats d'un certain âge pour la plupart, et pour la plupart pères de famille. En voici quelques illustrations. En effet, les soldats qui occupent la partie, les 26 communes, c'est-à-dire les 4,6% des Vosges occupées, je vous ai montré la carte tout à l'heure, ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui ont combattu pendant cette bataille des frontières qui, en effet, a multiplié les violences, les incendies et les exactions. Dès lors, les soldats se recréent parfois une famille de substitution, liant avec les enfants et leurs mères françaises des liens loin de l'image guerrière et belliqueuse. Clémence Martin-Froment, que nous avons cité, va vivre cette situation avec le lieutenant Irion. Ce lieutenant Irion, en fait, était là pour faire de l'observation et du renseignement parmi, en effet, les occupés, mais ça ne l'empêchera pas de nouer une relation particulière, très intellectuelle, avec Clémence Martin-Froment. Et d'ailleurs, la guerre terminée, le lieutenant Irion y survivant, reparti en Allemagne, continuera à converser avec Clémence de manière épistolaire jusque dans les années 30. L'iconographie contemporaine multiplie ces tableaux de soldats bonhommes posant avec des enfants sur les genoux ou au sein de populations souriantes. Les repas autour de la roulante sont l'occasion de nourrir des myriades de gosses pour qui l'image du barbare est d'abord celle d'un père de secours. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Tom et Irma. Et donc, le fameux Deutscher barbare, finalement, a une certaine réalité dans les Vosges envahies de la Première Guerre mondiale. Loin d'un syndrome de Stockholm à bien avant la lettre, il y a eu ces réalités de côtoiement qui ont forgé finalement une réelle communauté de souffrance en dehors des moments d'hyperviolence. Il y en aura par exemple au sein des soldats allemands envahisseurs dans le secteur de Banza lorsqu'il y aura les attaques meurtrières de l'été 1915 sur la côte 627. De même, ces soldats venant de toutes origines, des nombreuses provinces allemandes vont défiler dans les Vosges, apportant leur culture, leurs rites religieux et leurs traditions, du sapin de Noël aux fêtes confessionnelles. Il reste parfois encore des traces de cette occupation-là. À la suite de l'occupant, par contre, les nations vaincues défilent également sous les yeux des Vosgiens. Et pour ces perdants, pour ces prisonniers, la couleur n'est pas du tout la même.
Le conflit traînant en longueur, la fortune des armes va amener sur les arrières allemands dans les forêts de Mousset, du Château Saint-Louis ou de la haute vallée de la Fave, Italiens, Roumains ou Russes, employés aux travaux les plus durs et dans des conditions de vie miséreuses. Dans l'échelle de misère que subissent alors ces prisonniers de guerre de l'Europe asservie, les soldats roumains donnent l'image la plus pitoyable. Je laisse parler Louis Masson qui explique cette image. Ils faisaient des corvées et coupaient du bois dans la forêt. Mal nourris, beaucoup mouraient. Une femme, Madame Étienne, avait voulu, lorsqu'ils passaient près de sa maison, leur donner des pommes de terre. Dénoncée par les gardiens, elle fut condamnée à 3 jours de prison dans la salle fermée. Quand les prisonniers passaient devant chez nous, on mettait, avant leur passage, une grosse gamelle de pommes de terre cuites qui était destinée à nos poules, mais on ne les écrasait presque pas pour que les prisonniers puissent les prendre. Ces prisonniers, ou ceux qu'il en restait, furent transférés dans un autre village. J'ai appris qu'à Chata, il y avait, en 1919, un cimetière de soldats roumains. Celui qui témoigne, c'est Louis Masson. Il a 14 ans au moment où il rédige son témoignage. Véritable bétail humain trimballé au gré des grands travaux à partir de 1917, comme ceux par exemple de la jonction ferroviaire à l'Armont-Noir-Brocard, et qui devait réaliser une liaison transversale entre la vallée de la Plaine et la vallée du Rabodeau, Henri Martin, un autre témoin, celui qui est debout avec sa famille, les voit le 2 février 1917. Je lui laisse la parole. On amène travailler en forêt depuis Thieux, où ils sont casernés, les prisonniers roumains. Et là se passent des scènes terribles. Morayé est remplacé par effroyable dans la marge de son écrit. Devant les civils de Mousset travaillant en forêt, ces malheureux sont frappés à coups de canne pour se relever après être tombés comme des mouches par le froid et la faim. Ils mélangent de tout ce qu'ils trouvent jusqu'à des écorces et du tabac et se battent ensemble quand un des leurs a eu le bonheur d'accrocher un morceau de pain complaisamment donné par un civil. Autre visage d'une Europe en guerre, les Russes font également partie de ce bétail humain. Raflés par millions dans les plaines du front de l'Est, ils deviennent une inépuisable ressource de bras pour l'aménagement de l'arrière-front et de la frontière, y compris dans les Vosges, à l'arrière du front. Les Russes se voient appliquer un traitement similaire, même si relativement plus doux, jugeons-en toutefois. Jules Lardin, de Senones, participe à ces travaux dans le secteur de Praillé et décrit sommairement leurs conditions. Dans toute la contrée, employés à différents travaux, les Teutons ont amené des détachements de prisonniers de guerre russes et roumains, ainsi que des civils de la Pologne russe et des Alsaciens. Comme nous, tous ont faim. Que de fois n'a-t-on pas vu les Russes et les Roumains fouiller les tas d'ordures pour y chercher de problématiques croûtes de pain ou des déchets de légumes, bravant les coups de bâton que, pour ce fait, leur distribuaient les gardiens. On a remarqué que de tous les prisonniers, les Roumains étaient les plus maltraités. Je vous ai présenté juste avant Prokofie Guéronfiev à gauche et Piotr Chichkine à droite, qui se sont évadés de leur corvée de travail et qui ont été capturés, entre guillemets. En fait, ils ont réussi à passer la ligne de front dans la vallée de Selle le 9 juillet 1915. Et d'attacher à ces hommes un mot qui existe déjà en 14-18, qui est celui de Menschmaterial, le matériel humain. Ces deux soldats appartiennent respectivement aux 6e et 8e compagnies du 4e régiment d'infanterie de Kapor, donc un régiment russe, et après avoir transité par le dépôt central de Sarrebourg, sont amenés le 6 novembre 1914 avec 5 coups. Ce sont des prisonniers russes de la première bataille des frontières sur place. Avec une centaine d'autres prisonniers russes, ils forment la première compagnie du 18e bataillon de prisonniers de guerre et ils cantonnent dans l'église donc de l'endroit. Louis Nyonnais, adolescent de Celles-sur-Plaine, nous en dit plus sur leur état général lors d'une autre évasion plus tardive, le 23 février 1917. À 6h30, un prisonnier russe s'évade des lignes allemandes et arrive à Celles. Par lui, on apprend qu'un certain nombre de prisonniers russes et français sont occupés par l'ennemi à des travaux de défense dans la vallée. C'est la vallée de la Plaine, bien entendu. L'état du prisonnier est lamentable. Figure pâle, amaigrie, uniforme en loques. Aussi est-il enchanté de l'accueil que lui font ses camarades français du 3e. À ce défilement sans fin, il faut ajouter quelques prisonniers serbes vus par Louis Sadoul, que nous avions vu tout à l'heure, quelques jours après l'armistice, cette fois-ci. Il nous décrit ce que fut le retour des prisonniers d'Allemagne, parqués non loin de la frontière, et qui se précipitèrent vers la France,
nous avons vu tout au long de la vallée de Selle, sur les routes, dans la forêt, arriver ces hommes, des Français dont la plupart avaient gardé leur allure et rentraient la tête haute, et derrière eux, de pitoyables débris de toutes les nations d'Europe, des Russes, des Roumains, des Serbes, dont l'aspect disait la souffrance. En haillons, la tête parfois couverte d'un bonnet de fourrure, portant dans de petites caisses quelques misérables hardes, ils se traînaient, lamentables spectres sinistres que seul le burin d'un calot ou la plume d'un Erckmann Chatrian pouvait faire revivre, saisissante évocation des misères de la guerre. Par milliers, ils arrivèrent le long de la frontière, demandant à la France la fin de leur souffrance. L'abbé André Villemain, le 6 août 1916, voit aussi quelques civils polonais, alors que les Allemands les emploient dans les Vosges, dans le cadre de ce qu'ils ont appelé les Zivilarbeiter, les travailleurs civils, en majorité israélites, originaires de Varsovie, qui sont employés à des travaux d'exploitation forestière. Toute l'Europe de l'Est a donc défilé dans les villages occupés des Vosges et est venue travailler et mourir sur les chemins et dans les carrières, des sommets couronnant les vallées de la Plaine, du Rabodeau et de la Fave. Voyageurs immobiles, les civils vosgiens qui ont vu ces fantômes et dont certains ont payé d'amende ou de prison le geste élémentaire de leur avoir donné des croûtes de pain ou même simplement de les avoir salués avec compassion. Si l'Europe a servi, vient travailler et périr dans les Vosges restés sous domination allemande, à l'ouest du front, c'est-à-dire de l'autre côté de la ligne de feu, s'égayent d'autres soldats, d'autres prisonniers et d'autres travailleurs qui viennent du reste du monde. Aussi, du côté de l'entente, c'est-à-dire des Alliés, eh bien, le monde entier défile également et vient augmenter ce caractère de vitrine d'une guerre devenue mondiale des Vosges. Ainsi, en effet, affluent des soldats français de toutes origines au départ de la guerre, et notamment du sud de la France. Je reviens à Louis Sadoul, qui nous les a décrits à leur arrivée à Raon-l'Étape. Une autre unité a laissé, elle aussi, des souvenirs profonds. C'est le 373e régiment d'infanterie, des régiments de Corse. Son arrivée causa peut-être quelques surprises, mais à ces sentiments étonnés succéda bientôt une vive sympathie. À son arrivée, fin septembre 1914, le 373 présentait un coup d'œil curieux de barbe et de cheveux grisonnants, blancs parfois, de vieilles figures tannées par le soleil, halées par la brise de mer et le vent du maquis. Son allure était-elle très militaire? Il serait tout au moins hardi de le dire. À la vue de ces hommes hirsutes et à la physionomie caractéristique, on ne peut se défendre d'évoquer les histoires qui ont passionné notre jeunesse, celles des bandits corses, tenant le maquis pour échapper à la maréchaussée après de nombreux méfaits au récit captivant. Voilà une image de ces bandits corses qui donne en effet cette apparence pour les Vosgiens de 1914. Sûrement, après quelques semaines de cette vie errante du maquis, ils avaient cet aspect peu rassurant qui s'offre à nos yeux, de gens que l'on rencontre du coin d'un bois, au détour d'un chemin, qu'avec un certain frisson, un haut-le-corps de mise en garde. Tous ces hommes, sous des dehors rudes, même quelque peu sinistres, cachent un cœur et une mentalité de grands enfants, mais aussi une source inépuisable d'énergie. Habitués au climat privilégié de leur île, au ciel bleu de la Méditerranée, nés au soleil de midi, ils n'en supportèrent pas moins sans défaillance les rigueurs, les neiges et les brouillards des hivers vosgiens. D'une grande sobriété, ils acceptent sans plainte ni murmure les privations, l'absence ou le retard du ravitaillement. Une chose leur est particulièrement sensible, c'est l'esprit de justice et d'équité, et ils exigent de leurs officiers, là-dessus, leur intransigeance est complète. Un autre témoin, Gabriel Marie-Augustin Brutet de Rémur, qui commande la 152e brigade d'infanterie française dans les Vosges et dans le secteur de Raon-l'Étape, confirme ce sentiment sur le régiment insulaire, si différent des Vosgiens. Je le laisse parler. Composé pour la plupart d'une grande partie de réservistes territoriaux, il ne devait pas, en principe, sortir de Corse. Sa mission était de défendre l'île contre une agression italienne qu'on pouvait craindre au début de la guerre. Mais dès qu'on fut sûr de la neutralité de l'Italie, on décida de transporter le régiment sur le continent et c'est ainsi qu'il vint s'encadrer dans la 152e brigade de réserve. La première impression que produisit le 363e régiment d'infanterie ne lui fut pas très favorable. Les hommes avaient l'air vieux, tristes et sans entrain. Je fus peut-être le seul dans la division à leur faire confiance. Le Corse est d'une race particulièrement affinée, intelligente et fière. Il est généralement sobre, vigoureux, avide d'initiative et d'autorité.
Il a oublié sa patrie d'autrefois pour se donner loyalement à la France et est souvent plus français de cœur que bien des Français. Comme soldat, il est résistant, discipliné et agile comme un chanoine. Pourrions de même trouver d'autres figures similaires applicables aux Pyrénéens sur la côte 607, à côté de Luce, aux Alpins dans le massif de Mandray qui ont participé à la bataille des frontières et à d'autres combats, ou aux coloniaux de la Forain au-dessus de Senones, chaque région ayant apporté à son époque son régionalisme. En effet, à cette époque-là, ces caractéristiques étaient encore bien plus prégnantes que pendant la suite de la guerre où les unités seront de plus en plus mélangées. Cette guerre, justement, se prolongeant aussi dans les Vosges, la France combattante a besoin de travailleurs qui viennent du monde entier. Outre les prisonniers allemands, généralement bien traités et peu employés immédiatement derrière les lignes de front, ce sont les ouvriers des colonies françaises qui vont être recrutés en masse sur les arrières pendant le conflit, mais également et surtout après le conflit pour l'œuvre immense de reconstruction et du service des sépultures. Le qualificatif de chinois, largement répandu à l'époque dans les régions dévastées, était d'ailleurs en partie impropre, puisqu'il s'agissait non seulement en effet de chinois, mais également d'indo-chinois. Les deux communautés ressemblaient à une armée de soldats travailleurs embauchés au cours du conflit par les autorités françaises, dont le nombre, chinois et indo-chinois confondus, avoisinait les 230 000 hommes. Quelques-uns sont en effet venus aussi dans les Vosges. Recrutés dans les ports de Chine ou dans l'ancienne colonie française, transportée jusqu'en France, cette main-d'œuvre sous-qualifiée, taillable et corvéable à merci, fut utilisée durant la guerre pour pallier les carences provoquées par la mobilisation des combattants. En effet, va se forger une image de ces Chinois ou de ces Annamites, voire d'autres pays qui vont remplacer les soldats au front. Nous y reviendrons, ça aura une importance. Si vous regardez dans les nécropoles, c'est aussi, bien entendu, comme les témoignages qui ont été publiés ou écrits, une source d'histoire importante puisqu'elle est figée dans le temps. On trouve les corps d'Nguyen Sien ou d'Nguyen Van Rey, tous deux du 7e bataillon indo-chinois, décédés respectivement en 1917 et en 1919 à Moyen-Moutier. Dans la vallée de Selle, dans le secteur de la Chaplotte, Dong Fan Fung et Nong Fan Tao du 21e bataillon indo-chinois ont été tous les deux tués le 27 septembre 1918. Leurs traces sont encore bien présentes. Irma Parmentilow, cette jeune fille qui témoigne de Celles-sur-Plaine, dit qu'ils sont arrivés le 17 juin 1917. Je la laisse parler. Le 305e, qui était à la Chaplotte, est parti et est remplacé par un autre bataillon, des jaunes, paraît-il. Ce sont des Annamites. Toutefois, Irma ne les décrit pas. Cette Henriette Mirabeau-Thorins, nous ne présentons pas, elle n'a pas témoigné à cet âge-là. C'est la seule photo que j'ai trouvée d'Henriette jusqu'à présent. Elle témoigne, elle a 34 ans. Elle nous les montre à Gérardmer le 28 novembre 1917. Je rencontre en ville des Tonkinois et Cochinchinois. Pauvres types, on dirait des gosses. Ils sont gelés. Ils parlent très peu le français et font pitié. Je leur donne du tabac et les mène au foyer. Ils ont l'air d'enfants. Ils sont gentils avec leurs yeux doux. Ils sont 200 ou 300 qui travaillent avec les Canadiens dans la forêt. Et on les fuit, parce que beaucoup d'entre eux sont malades. Concernant les Annamites, ceux-ci sont relativement peu appréciés des combattants, et les civils ont peu de contact avec ces hommes si différents. Les combattants, en effet, Ernest Chaussy explique un petit peu ce qu'il en est. Ernest Chaussy est non pas un témoin vosgien, mais un témoin qui a laissé un témoignage extraordinaire, et il a une description qui concourt parfois à la réalité d'autres témoins. La longue file des camions court sur la route. On dirait la course lente de lourdes punaises. De vieux automobilistes et quelques Annamites conduisent. Ces derniers ne sont pas sympathiques. Aucun ne combat de ceux que l'on a fait venir en France. On les emploie à tourner des projectiles, à conduire des autos ou encore à faire à Paris le travail des policiers. On dit même qu'on leur confie, dans les casernes de la capitale, des mitrailleuses. Vrai ou faux, ces bruits ne sont point en leur faveur. Et nul n'aime ces petits hommes au visage froid, timides, bêtes et sournois. Et j'excuse presque le Gavroche qui, du train sanitaire descendant vers Revigny, s'amuse à cracher au visage des travailleurs indo-chinois qui regardaient le convoi passer. Il y a également des Malgaches. Des Malgaches, on en trouve aussi dans les nécropoles, tel Romavo, né en 1897 à Tansahabi, à Madagascar, brancardier de la section coloniale
d'infirmier du groupe de brancardiers du 2e corps d'armée coloniale qui est mort à l'hôpital de Bakara en 1917. On a également la trace d'Ambari, de la 2e compagnie du 24e Malgache, décédé le 11 janvier 1918 dans le secteur de la Chaplotte. On les trouve à la nécropole de Badonvillers. On en trouve également à la nécropole des Tiges, à côté de Saint-Dié-des-Vosges. Du côté français, les Russes n'ont bien entendu pas la qualité de prisonniers de guerre. Ouvriers, ils payent parfois un lourd tribut à la dépollution et à la reconstruction des Vosges, tant par les accidents, nombreux d'ailleurs, que par maladie. Les nécropoles de Saint-Dié recèlent en leur sein les dépouilles de ces hommes morts loin de leur foyer. On cite Blakin, on peut citer Kumov, mort en 1917. Il y en est de même également pour les Roumains, qui étaient dans les unités combattantes, donc du côté français. André Mitria, 70e régiment d'infanterie roumain, mort en décembre 1918 à Gérardmer, est enterré à la nécropole de Saulcy-sur-Meurthe. Dans celle de Bertry-Moutier, on trouve le corps d'un soldat roumain inconnu du 77e RI roumain, signalé décédé le 22 septembre 1914, et 12 inconnus russes. D'autres figures sont constatées par les soldats, par les civils et les soldats d'ailleurs. On a également au début de la guerre des Anglais. On va laisser Henriette Mirabeau-Thorens, que nous avions déjà montré, cette petite fille debout sur son tabouret. Eh bien, Henriette Mirabeau-Thorens est-elle considérée comme un bon témoin? Oui et non. Il y a d'excellentes phases dans le témoignage très important qu'elle va fournir de 1914 à 1917 à Gérardmer, mais il y a également quelques images d'Épinal. Les Anglais savent se faire servir. Chaque officier a son domestique avec lui et quand il se bat, il en a 2 pour lui passer les cartouches. Ils sont courageux et se battent bien quand on leur dit le nombre d'heures qu'ils doivent rester dans la tranchée. Mais leur passé, rien ne les ferait rester. À l'heure du thé, les tranchées restent vides. Son témoignage continue comme ça pendant plusieurs phrases. Je l'arrête là parce que je donne immédiatement la conclusion de son paragraphe par Henriette. Ce sont là des histoires plus ou moins véridiques. D'ailleurs, elle réitérera un petit peu plus loin dans son témoignage, toujours friande d'anecdotes tout à fait authentiques. Elle rapporte, cette fois-ci, en lieu des Écossais. Ils nous disent que les Écossais, paraît-il, se battent héroïquement, mais leur costume offre quelques désavantages, et surtout quand ils montent aux arbres en éclaireur. Leur petite jupe ne suffit pas, alors on leur impose un petit caleçon. C'est l'industriel très très moderne Marie Favre qui rapporte dans le 6 décembre 1916 une autre réalité. Tantanat doit aller voir ses chalets occupés par les Anglais depuis le début. Ceux-ci écrivent que tout le linge est usé et qu'il faut le leur remplacer, ainsi que du mobilier. Et elle conclut, c'est étonnant comme des hommes seuls brisent et usent vite. À Rang-l'Étape aussi, des troupes de diverses origines défilent. Et Louis Sadoul, que nous avons vu tout à l'heure, confirme également la présence de Polonais, les Polonais des 2e et 25e régiments d'infanterie de la 1re division polonaise. Et il s'étonne d'ailleurs, Louis Sadoul, que ces Polonais eurent fort peu de contact avec la population. En effet, ces Polonais vont remplacer, entre guillemets, succéder en tout cas aux Américains en octobre et novembre 1918. Leur présence sur le front, finalement, aura été de très courte durée, et donc ça explique aussi peut-être le lien assez ténu avec la population à cette époque-là. Mais les Polonais, par leur implication et par le rôle de leur armée, eh bien, vont y gagner après la guerre une reconnaissance internationale et une nation. Bien entendu, sont à mettre aussi au titre de ces héroïsmes les Tchécoslovaques, qui eux aussi gagneront une nation dans la Première Guerre mondiale. J'oublie pas non plus de parler, mais ce sera plus rapide, il faut avancer, les skieurs brancardiers norvégiens de l'American Airman Harbour Webster, qui ont toute une histoire éphémère autour de Gérardmer. Et que dire aussi de tous ces neutres observateurs qui ont défilé dans les Vosges pour venir sur le balcon de cette guerre, eh bien, voir comment était cette guerre. Ces neutres aussi, on en a trouvé également, qui sont venus vérifier dans les camps le traitement soit des prisonniers allemands du côté français, soit des prisonniers et des civils français du côté allemand. Nous reparlerons rapidement tout à l'heure de l'un d'eux, qui est Tom Plummer.
J'ai évoqué les Américains. 1917, en effet, a une double conséquence pour les Vosges. La première, c'est que nous entrons réellement, avec l'entrée en guerre des Américains, dans la guerre mondiale. Et la deuxième va les voir arriver de plus en plus nombreux. Ils seront presque 2 millions en 1918 sur le sol français, dont énormément en Lorraine et dans les Vosges. Et surtout, s'accompagne de cette arrivée la naissance d'un mythe du XXe siècle. Un mythe à multifacettes d'ailleurs. L'arrivée des Américains dans les Vosges marque en effet un choc des cultures et modifie encore le rapport des Vosgiens avec ces nouveaux voyageurs en guerre. Même si la présence de troupes noires dans les armées n'est pas, comme en Allemagne, une surprise pour les Vosgiens, l'arrivée des troupes américaines va être synonyme moins d'un choc de culture que d'un choc de monde. Arrivés en masse dans le secteur de Saint-Dié au milieu de juillet 1918, après l'apprentissage des officiers dans le secteur du Bansa dès le 17 avril, Raon-l'Étape devient un lieu surréaliste de gaieté et de musicalité, comme Louis Sadoul, pour lequel je reprends une nouvelle fois son témoignage, assiste à quelque chose qui, en effet, marque un point dans son témoignage. Il assiste à la naissance, en effet, d'une musique nouvelle, le jazz. Les musiques militaires donnaient de temps à autre des concerts. En août et septembre 1918, les Raonais en virent même de fort curieux. C'était l'époque du séjour de la division de Noirs américains, gens fort convenables. C'était l'époque du séjour de la division de Noirs au surplus et bien accueillis par la population, aussi bien accueillis par la population qu'ils étaient dédaignés par les Américains de race blanche, hommes eux aussi de relations fort courtoises et qui ont laissé à Raon d'excellents souvenirs. Mais ces Américains blancs ne sont jamais parvenus à comprendre comment les Français pouvaient avoir quelque sympathie pour les Noirs et ne les traitaient pas en parias, voire même un peu à l'égal des singes ou des animaux, moins élevés encore sur l'échelle des êtres animés. Bref, ces Noirs avaient une inénarrable musique qui donnait de fréquents concerts sur la place de la mairie. Elle était dirigée par un immense tambour-major, encore plus noir que les autres, et très pénétré de son importance. Il lançait sa canne à la hauteur des maisons avec une incontestable virtuosité et marchait à la tête de ses musiciens avec la gravité de Louis XIV, descendant les marches du palais de Versailles. Je suis fort peu sensible, hélas, au charme de la musique, mais il ne fallait pas être très connaisseur pour s'apercevoir bien vite que les musiques américaines ne touchaient que des lois au grand art. Par contre, ils avaient d'inimaginables instruments, brillants comme des soleils, hauts comme des tours. Le Triomphe des Noirs était un certain morceau dont j'ai, bien entendu, oublié depuis longtemps le rythme, mais qui était joué par des musiciens placés aux fenêtres des maisons, pendant que les autres faisaient leur partie sur la place. Alors les Noirs et le gigantesque tambour-major exultaient de joie. Nous y reviendrons par une autre description, parce qu'il faut toujours croiser les sources. Avant eux, que pensèrent les Vosgiens dans la région de Gérardmer et de Retournemer de la virtualité des bûcherons canadiens, du 224e bataillon forestier canadien, par exemple, exploitant la forêt vosgienne, et magnifié par Alfred John Munnings, peintre anglais détaché à cette unité. Que pensèrent-ils également des moyens mis en place pour exploiter le bois par les compagnies du génie américain du 20e Engineer dans le secteur de Cornimont ou dans le secteur d'Épinal? Les Américains vont faire naître une figure commune d'une image de jeunesse et d'opulence, mais également d'insouciance, qui d'ailleurs se reproduira dans la guerre suivante. Le souvenir populaire, se rappelant pour la Deuxième Guerre mondiale de l'introduction du chewing-gum et le retour des cigarettes, pour la Première Guerre mondiale, on attache au SAMI celle de l'introduction de l'hygienic paper, le papier toilette, et du Coca-Cola. Irma témoigne encore le 30 novembre 1918 à Raon-l'Étape, les Américains, noirs et blancs, qui mettaient tant d'animation dans notre avenue Faidherbe, sont partis et je les regrette beaucoup. Je regrette leur rire, je regrette leur chant quand, le soir, ils se regroupaient tous et chantaient en chœur. Bien souvent, ils s'accompagnaient avec des guitares ou d'autres instruments de musique, et chacun se mettait aux fenêtres et écoutait. Braves nègres d'Amérique, on ne peut pas dire que vous êtes méchants. Les enfants étaient leurs grands amis. Toujours, ils en avaient 3 ou 4 pendus après eux, et je suis bien sûr qu'ils ont pleuré leurs grands camarades de jeu, ces petits garçons et ces petites filles. Là, ici, devant vous, vous avez la photo de Thomas Rodman Plummer. Il n'est pas noir, mais il est américain, et il est venu tenir une cantine, donc, dans le secteur de Moyenmoutier, à partir de l'été 1918 jusqu'à sa mort
à l'immédiate après-guerre de maladie. Il est mort après le 11 novembre 1914 et d'ailleurs est toujours enterré à Raon-l'Étape, à Moyen-Moutier, selon son souhait. Et donc, Irma nous montrait les enfants. Et en effet, la photo officielle que je vous présente en noir et blanc est à mettre en exergue avec la photo telle qu'elle a été prise à l'époque, légèrement sépia, et on y voit en effet à gauche et à droite cette fameuse myriade d'enfants qui ont été décadrés dans la photo précédente et qui montrent bien la réalité de ce lien entre les troupes de quelques nations qu'ils appartiennent et les enfants vosgiens de cette époque-là. Figure commune que tous ces Noirs, en fait, leurs photographies dans un atelier de photographie jarnisien en 1919 ou ceux de l'escadrille forfelaise de Corsieux témoignent surtout du melting pot issu de 50 ans de Go West européen. En effet, si je vous présente différentes photographies de cet atelier jarnisien de photos prises dans un atelier meusellan de photographes en 1919, eh bien, on y remarque toute la diversité ethnique, voire ethnographique de ces soldats américains qui sont venus combattre pour la France. Finalement, la Première Guerre mondiale dans les Vosges n'aura rien eu à envier aux expositions universelles du début du siècle. L'horreur des conditions humaines et d'un état de guerre total, parfois, mis à part, si pour les enfants la guerre fut aussi un jeu, elle eut parfois pour l'ensemble des Vosgiens tout l'air d'un extraordinaire spectacle. Je vous remercie. Je remercie également Delphine Souvet, commissaire d'exposition, pour cette très belle exposition que je vous engage à venir voir quand les conditions seront possibles aux archives départementales des Vosges. Posez nos valises, et qui montre en effet toute l'extraordinaire mobilité de ce département dont on peut penser que, étant donné la petitesse de sa ligne de front, il ne s'y est pas passé grand-chose par rapport à d'autres grands départements comme la Somme ou l'Aisne ou bien entendu la Meuse autour de Verdun, mais qui démontre les extraordinaires richesses de son histoire par rapport à la Première Guerre mondiale.